J'ai rencontré Georges sur un site de rencontre en ligne. Le courant est tout de suite passé entre nous deux. Nous nous sommes rencontrés en vrai et après 2 mois de relation, il m'a demandé de vivre avec lui. J'avais un peu hésité au début, pensant que tout se passait trop rapidement. J'ai demandé à Georges de me laisser réfléchir, mais peu de temps après, il a vite perdu patience. Sous la pression, j'ai donc fini par accepter sa proposition. Georges habitait dans une maison qu'il venait tout juste d'acheter une semaine avant sa demande. La maison était déjà complètement meublée lorsque je suis arrivé. Le style, toutefois, ne me convenait pas du tout. Évidemment, c'était sa maison, alors il avait droit de l'organiser comme il voulait. Mais en tant que sa copine et colocataire, j'estimais que j'avais quand même mon mot à dire, du moins, des suggestions pour l'embellir. J'ai alors expliqué à Georges que j'aurais aimé apporter ma petite touche personnelle et qu'on pourrait changer certains meubles. Quand j'étais plus jeune, j'ai travaillé chez un détaillant de meubles et j'ai eu quelques rencontres avec le décorateur intérieur, où est-ce que j'ai appris plusieurs designs. Toutefois, Georges n'était pas d'accord. Georges m'a fait comprendre qu'il n'était pas question qu'on vende ses meubles. C'était des affaires de sa défunte épouse et il ne voulait surtout pas s'en séparer. C'était les possessions qui lui restent des souvenirs avec son ancienne femme décédée. C'est à ce moment que j'ai cru que j'avais eu raison d'avoir hésité en déménageant avec cet homme. Il était loin de l'image que j'avais de lui lors de nos premiers échanges en ligne. Mais nous avons donc emménagé dans cette nouvelle maison ensemble, malgré l'intérieur peu chaleureux. Un soir, il m'a appelé pour me prévenir qu'il avait des affaires urgentes à régler au bureau et qu'il allait rentrer plus tard que prévu. Il m'a donc dit de ne pas l'attendre pour souper. Vers 23 heures, toutefois, il n'était toujours pas encore rentré. J'ai commencé à être inquiète, mais la fatigue me frappait tellement fort que je me suis endormi. Vers minuit, un gros vent a soufflé de l'extérieur et la fenêtre de notre chambre s'est aussitôt ouverte brusquement. Je me suis mis à grelotter instantanément. Le drap avec lequel je me suis couvert s'est envolé comme un tapis volant et est tombé sur le sol, ce qui était anormal en plein été. J'étais glacé, en boule, immobile sur mon lit, laissant le vent souffler pendant 40 secondes qui m'étaient paru une éternité. Je me suis alors levé vers la fenêtre pour la refermer, en m'assurant cette fois qu'elle était bien verrouillée. Puis tout est redevenu normal. La chaleur ambiante de la nuit est revenue. Je me suis rendormi, mais je n'avais pas été au bord de mes surprises. Vers 1 heure du matin, je me suis fait réveiller par un son de clé qui se tournait dans la serrure de la porte d'entrée. Notre chambre était près de la porte d'entrée, et avec le silence de la nuit, ce son m'a réveillé de mon léger sommeil. Je me suis dit que c'était probablement Georges qui rentrait. J'étais trop fatigué pour me réveiller et l'accueillir. Mais j'ai entendu tous ses mouvements, comme dans un rêve, dans mon demi-sommeil. Il a pris une douche, puis il m'a rejoint dans mon lit. Georges a aussitôt dormi à point fermé. Je pouvais enfin dormir en sécurité, sans aucune interruption, me suis-je dit. Toutefois, je n'étais pas consciente que ce serait loin d'être le cas. Peu de temps après le coucher de Georges, j'ai ressenti une autre sensation de froideur glaciale que celle du vent soufflant plus tôt dans la nuit. C'est là que j'ai alors senti une présence qui nous observait devant le pied du lit. En baissant les yeux, j'ai failli avoir une crise cardiaque. J'étais paralysé, mais je suis arrivé à percevoir l'ombre d'une femme habillée en blanc, tout juste devant le lit. Ne pouvant toujours pas bouger, je l'ai aperçue se déplacer en flottant vers notre lit et se mettant entre moi et Georges. Sa présence m'a glacé le sang jusqu'aux veines, au sens propre comme au figuré. Avec une sueur froide parcourant tout mon corps, je me suis désespérément débattu dans mon sommeil pour tenter de me réveiller. Lorsque j'ai enfin réussi à me lever, encore une fois, la chaleur ambiante normale est plus ou moins revenue. J'ai pris le téléphone portable de Georges posé sur la table de nuit et je n'ai ressenti aucune gêne à le fouiller. Sa galerie photo n'était remplie que des photos de sa défunte femme. Et en observant une image en particulier, j'ai découvert avec un frisson dans le dos que c'était en fait exactement la même que celle de la présence que j'avais perçue au pied du lit. Le même habit, la même coiffure. Je n'ai plus dormi durant cette nuit, pressentant en permanence une présence invisible et menaçante. Le lendemain, j'ai eu une discussion avec Georges et je lui ai raconté les événements de la veille. Je lui ai dit que je ne pouvais pas vivre ici,
hanté par la présence de son ancienne femme. Il fallait qu'il décide à en faire son deuil, en commençant par se débarrasser de ses affaires. Il s'était tout de suite emporté, en me traitant de névrosé, de jaloux insensé, de folle victime de mes propres hallucinations. Bref, on a eu une grosse dispute. J'ai quitté cet homme peu de temps après, et j'espère sincèrement qu'il s'en est remis. Je ne peux toutefois pas lui en vouloir, car ce doit être très difficile de perdre un être cher à un jeune âge, tel que Georges l'a vécu. Je suis une fille de 24 ans. Un après-midi, comme j'en avais l'habitude depuis des années, je prenais mon café dans le snack non loin de chez moi. Je m'y rendais à la même heure chaque jour, et je rencontrais toujours les mêmes clients. C'était rendu une habitude de les saluer et de bavarder un peu avec les gens autour. Toutefois, d'une autre table, j'ai aperçu un homme que je n'avais jamais vu auparavant. C'est en regardant subtilement dans sa direction à quelques reprises que j'ai réalisé qu'il me fixait d'une façon très directe, sans gêne et sans honte. Son regard n'avait rien de rassurant. J'ai continué de bavarder avec les autres et je l'ai ignoré pour un moment. Mais à un certain point, il s'est approché de ma table et s'est assis tranquillement sur la chaise devant moi, avec un air de convoitise et un sourire sadique aux lèvres. Je ne savais vraiment pas pourquoi il s'était assis à ma table, et j'avais de la difficulté à le regarder droit dans les yeux, ayant réalisé sa stature très imposante en s'approchant de moi. Il a ensuite déposé une somme d'argent sur la table et m'a dit d'un ton bas, mais ferme. « Voilà l'argent comme promis. Il y a un camion gris qui t'attend au bout de la rue et c'est parti pour le voyage. Et s'il te plaît, fais-toi un peu plus élégante, comme tu le sais si bien le faire. Mes clients n'ont pas payé pour une mamie. » J'ai dévisagé l'homme d'un air indigné et complètement perdu. D'une voix vibrante, je lui ai dit « Monsieur, mais de quoi parlez-vous? Je vous demande de me laisser tranquille. » « Ah, ne me fais surtout pas cette scène. Je n'ai pas le temps pour ça. On a déjà convenu d'un contrat. Tu m'as donné rendez-vous dans ce café. Ne t'avise pas à te défiler, sinon tu le regretteras amèrement. J'ai misé une fortune sur toi. » C'est alors que je lui ai répondu, d'un ton confus. « Un peu de respect, monsieur. Je ne vous connais pas. Je ne vous ai jamais vu. Je ne vous ai jamais parlé et je n'ai jamais signé aucun contrat avec vous. » L'homme s'est alors énervé et a mis devant mes yeux l'écran de son smartphone montrant un profil sur un site de rencontre. J'ai eu comme un coup de poing dans le cœur en voyant ma photo comme image de profil, et j'ai eu des sueurs froides lorsque j'ai vu des photos intimes de moi étalées en public sur le site de rencontre. Après avoir bien observé l'écran, je me suis exclamé « Je ne me suis jamais inscrite sur ce site de rencontre. Quelqu'un semble avoir utilisé mon identité. Je vous conseillerais de me laisser tranquille. J'appelle la police pour dénoncer cette insulte sur le champ, » ai-je dit en prenant mon téléphone. J'étais convaincu que mon ex-petite amie avait créé ce faux profil. Seul celui-ci détenait ses photos privées affichées sur le site. Je n'ai pas quitté le café jusqu'à ce que la police arrive. Puis, en voyant les agents de police, l'homme du café avait quitté les lieux discrètement. Une enquête avait alors été lancée sur le web, mais peu de temps après, le faux profil avait été supprimé avec mes photos. Mon ex-copain a été arrêté et accusé d'usurpation d'identité. Même si nous ne nous sommes pas séparés en bons termes, je n'ai jamais compris pourquoi il s'en était pris à moi d'une façon aussi abjecte. Cela faisait presque 6 mois que nous n'étions plus ensemble. Je sais qu'il ne l'avait pas bien pris, mais je n'avais pas entendu parler de lui depuis, et j'imaginais qu'il s'en était remis. Toutefois, la rencontre avec cet homme au café ne m'a aucunement rassuré. J'ai réalisé qu'il avait sauvegardé pas mal de choses de moi dans son téléphone. Ça fait maintenant quelques semaines, et je n'ai pas eu d'autres nouvelles depuis. Je suis contente d'être sorti de cette histoire indemne, mais je n'ai toujours aucune idée s'il y a plus de photos de moi ailleurs sur les sites de rencontres. Les filles, soyez prudentes avec le contenu que vous partagez. La majorité du temps, on le fait sur le coup de l'émotion. Assurez-vous d'avoir une grande confiance en cette personne, ou ne le faites pas du tout. De nos jours, nous sommes tous qu'à quelques clics seulement de partager du contenu en ligne, aussi vulnérable soit-il.